Dans cette science, on va commencer un nouveau chapitre, c'est le système thermodynamique. Comme introduction, la thermodynamique se propose une description macroscopique du comportement des systèmes physiques. Ça veut dire à notre échelle. Autrement dit, il fait abstraction à l'aspect microscopique des phénomènes et des structures. Et cela est évident car la thermodynamique est née au cours de la première moitié du XIXe siècle, avant la naissance de l'atomistique. Donc elle ne fait pas appel à l'existence des atomes. Le référentiel de la thermodynamique est le référentiel terrestre ou le référentiel de laboratoire qu'on suppose qu'il est galiléen. On va commencer ce chapitre par quelques définitions. La première définition, c'est le système thermodynamique. C'est un ensemble matériel constitué d'un très grand nombre de particules de l'ordre du nombre d'Avogadro. La surface fermée qui délimite le système thermodynamique peut être matérielle comme une enceinte qui contient un gaz. Le gaz, c'est le système thermodynamique et l'enceinte, c'est la surface fermée. Cette surface aussi peut être fictive. Ça veut dire qu'il est isolé par la pensée qu'on va voir par la suite. Cette surface, elle est la frontière entre le système thermodynamique et son environnement qui s'appelle le milieu extérieur. Le système thermodynamique et le milieu extérieur constituent ce qu'on appelle l'univers. Par exemple, dans le premier exemple, on considère une enceinte qui contient un gaz, qui est le système. L'enceinte, c'est la surface fermée. Dans ce cas, il s'agit d'une frontière réelle entre le gaz et le milieu extérieur. Le gaz plus le milieu extérieur est égal à l'univers. Dans le deuxième exemple, on considère un volume d'air. Dans ce volume, on imagine 1 millimètre cube d'air isolé par la pensée qui constitue, ce petit volume constitue le système. Dans ce cas, la frontière est effective et le reste de l'air, c'est le milieu extérieur. Un système est homogène et constitue une phase si la nature physique de ses constituants est la même en tout point. Un système est hétérogène s'il se décompose en plusieurs phases homogènes, solides, liquides ou gaz. On distingue trois types de systèmes thermodynamiques. Le premier type, c'est le système isolé. C'est un système qui n'échange ni de matière ni de l'énergie avec le milieu extérieur. Lorsqu'il n'y a pas d'échange d'énergie avec le milieu extérieur, on dit que
les parois entre le système et le milieu extérieur sont adiabatiques. Le deuxième type, c'est le système fermé. C'est un système qui peut échanger seulement de l'énergie avec le milieu extérieur. Il n'y a pas d'échange de la matière. Dans ce cas, on dit que les parois entre le système et le milieu extérieur sont diathermes. Comme j'ai dit précédemment, lorsque les parois permettent d'échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, on dit qu'ils sont diathermes. Dans le cas contraire, on dit qu'ils sont adiabatiques. Le troisième type de système, c'est le système ouvert. C'est un système qui échange de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur. Lorsqu'il y a échange de la matière, automatiquement, il y a échange de l'énergie. Je passe à une autre notion, c'est la description d'un système à l'équilibre. Il existe 3 échelles de description d'un système thermodynamique. La première échelle, c'est l'échelle microscopique, c'est l'échelle des atomes et des molécules, dont la dimension caractéristique est de 10 à la puissance moins 10 mètres. La deuxième échelle, c'est l'échelle macroscopique, c'est notre échelle. L'archétype de l'échelle macroscopique est la mole. Le facteur multiplicatif permettant le passage de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique est le nombre d'Avogadro, qui est égal à 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1. Ces deux niveaux d'observation du système font ainsi apparaître des ordres de grandeur extrêmement différentes, et le passage d'une description microscopique à une description macroscopique du système s'accompagne d'une formidable réduction d'informations. La troisième échelle, c'est l'échelle mésoscopique. C'est une échelle intermédiaire entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique. Ça veut dire que c'est intermédiaire entre la molécule et la mole. Elle correspond à un volume élémentaire delta tau autour d'un point M du système thermodynamique. Sa dimension caractéristique est de l'ordre de micromètres. Un tel volume est petit vis-à-vis de nos instruments de mesure, mais il contient assez de particules pour que les grandeurs thermodynamiques liées au comportement collectif des molécules gardent un sens. Je passe à la troisième partie, c'est l'équilibre thermodynamique. D'une manière générale, le système échange de l'énergie et de la matière avec l'extérieur, et ses propriétés dépendent seulement du temps. On dit que l'état thermodynamique d'un système est stationnaire si les paramètres macroscopiques tels que la pression, la température, le volume et l'énergie interne, etc.,
tous les paramètres macroscopiques qui définissent l'état du système n'évoluent pas au cours du temps. On dit qu'un système est en équilibre thermodynamique lorsque son état est stationnaire et en absence d'échange de matière et d'énergie avec le milieu extérieur. Dans le cas de l'échelle mésoscopique, on dit qu'un élément de volume delta tau est en équilibre thermodynamique local si son état est stationnaire et en absence d'échange de matière et d'énergie avec le reste du système. Comme conclusion, d'après les deux résultats précédents, l'équilibre thermodynamique du système est réalisé s'il y a équilibre entre le système et le milieu extérieur, et aussi équilibre interne entre les différentes parties du système. Les variables d'état sont alors définies et mesurables. Je passe à la définition des variables d'état. Un variable d'état est une grandeur qui caractérise l'état macroscopique d'un système. Et sa modification entraîne une évolution du système thermodynamique. On distingue deux types de variables d'état, les variables intensives et les variables extensives. Pour les variables intensives, elles sont indépendantes de la taille du système et de la quantité de la matière présente. Elles sont définies et prennent la même valeur pour chaque élément de volume du système à l'équilibre thermodynamique. On dit qu'ils sont des grandeurs locales définies en chaque point du système. On peut citer par exemple comme variable intensive la température, la pression, la densité, la masse volumique, la concentration, la concentration massique, la concentration molaire, etc. Pour les variables extensives, elles dépendent de la taille du système et elles sont proportionnelles à la quantité de matière. Ce sont des grandeurs globales, leur valeur pour l'ensemble du système est la somme des valeurs associées à chacune des différentes parties. Ça veut dire qu'elles sont additives. Comme exemple des variables extensives, c'est le volume, la masse, l'énergie, la surface, etc. Pour les variables intensives, elles ne sont pas additives. Cinquièmement, équation d'état. Si on désire connaître la longueur L d'un fil élastique, sachant que sa température est T et qu'il est soumis à une force F, c'est possible car il existe une relation entre la longueur L et la force F
et la température T. Cela signifie que les trois variables F et T et L ne sont pas indépendantes. La relation qui existe entre ces trois paramètres s'appelle l'équation d'état. Donc, comme définition, l'équation d'état d'un système thermodynamique est la relation de dépendance entre les paramètres d'état. Un exemple d'équation d'état, c'est celle que vous connaissez tous, c'est pour un gaz parfait, c'est PV est égal à nRT, avec P c'est la pression, V c'est le volume et T c'est la température. Cela signifie que les trois variables P et T et V ne sont pas indépendantes. On peut écrire aussi la fonction d'état qui est reliée entre P et V et T sous la forme F, P, V, T est égal à 0. Transformation d'un système. La thermodynamique macroscopique est une physique de l'état d'équilibre. Il importe maintenant d'étudier l'évolution au cours du temps d'un système thermodynamique sous l'influence des perturbations extérieures. Au cours de cette évolution, on dit que le système subit une transformation. Comme définition, on appelle une transformation le passage du système d'un état d'équilibre initial vers un état d'équilibre final. Regardons ce premier exemple de la figure. Lorsque la boule est dans la position E, elle est dans un état d'équilibre stable. Après être déplacée légèrement de cette position, elle revient dans son position initiale. Dans la position C, le déplacement de la boule est bloqué par un obstacle. On dit que la boule est dans un état d'équilibre contraint. La levée de cet obstacle permet à la boule de se mettre en mouvement pour atteindre la position d'équilibre stable. Dans ce deuxième exemple, deux gaz sont enfermés dans une enceinte dont les deux compartiments sont séparés par une paroi fixe. L'existence de cette paroi permet au système constitué de deux gaz d'être dans un état d'équilibre, alors que les deux compartiments sont à des pressions différentes, P1 et P2. C'est l'état d'équilibre initial qui est contraint. La contrainte est levée brutalement et les variations du volume V1 et V2 de chaque compartiment sont rendues possibles et le système évolue vers un état d'équilibre final où les pressions sont égales. Transformation irréversible. Comme définition, une transformation irréversible est une transformation où seul l'état initial et l'état final sont des états d'équilibre. Comme remarque, toutes les transformations naturelles sont des transformations irréversibles. Considérons par exemple la transformation de l'état d'équilibre initial qui est en A vers un état d'équilibre final en B.
Sur le diagramme de Clapeyron que vous voyez représente P en fonction de V. Le point A est l'état d'équilibre initial et le point B, l'état d'équilibre final. Seuls ces deux points A et B peuvent être représentés dans le diagramme. Les chemins 1 et 2 sont équivalents et sans signification. Ils seront mieux indiqués par des pointillés car la pression et le volume ne sont pas définis. « 6b. Transformation quasi-statique. Par définition, une transformation quasi-statique est constituée par une succession continue d'états d'équilibre infiniment voisins. Pratiquement, une transformation quasi-statique, c'est une transformation lente. La durée totale de la transformation quasi-statique est supérieure aux divers temps de relaxation, de sorte que le système peut être en permanence surarrangé pour être à tout instant proche d'un état d'équilibre. Comme conséquence, si on considère une transformation quasi-statique dans le diagramme de Clapeyron, allant de l'état d'équilibre initial A vers l'état d'équilibre initial B. Les états d'équilibre intermédiaires du système sont caractérisés par des valeurs précises des variables thermodynamiques. Elles peuvent être représentées sur le diagramme de Clapeyron. Le chemin suivi par le système au cours d'une transformation finie et quasi-statique allant de l'état d'équilibre initial A vers l'état d'équilibre initial B est parfaitement identifié. Il est représenté en triplin dans le diagramme de Clapeyron car il y a continuité des variables d'état qui décrivent le système au cours de cette transformation. « 6c. Transformation réversible. Par définition, une transformation réversible est une transformation pour laquelle le système étant placé dans l'état final, elle peut revenir à l'état initial en passant exactement par les mêmes états intermédiaires. Les échanges avec le milieu extérieur étant strictement inversés. Autrement dit, si on filme la transformation et si l'on projette le film, il est impossible de dire sur la base de l'observation filmée si le film est projeté à l'endroit ou à l'envers. Prenons par exemple un pendule simple, mais en absence de frottement. Lorsqu'il n'y a pas de frottement, le pendule effectue des oscillations d'amplitude constante. Ici, un opérateur filme le mouvement de ce pendule.
à la projection de ce film, il nous est impossible de préciser si la scène nous est présentée à l'endroit, c'est-à-dire dans le sens de décollement du temps, ou dans le sens inverse. Ce sont les forces de frottement qui sont les sources de la réversibilité. En absence des sources de frottement, la transformation devient réversible. Comme remarque, une transformation est réversible si elle est quasi statique. Ici, à chaque instant de la transformation, il y a équilibre entre le système et le milieu extérieur. Pour un système fermé, limité par une paroi diatherme, il soumet une seule force pressante. Les variables internes P et T, ça veut dire la pression et la température, sont à chaque instant égales aux variables extérieures, P extérieur et T extérieur. On écrit que T est égal à T extérieur et P est égal à P extérieur. On va finir cette partie par quelques transformations particulières. Commençons d'abord par la transformation isotherme. C'est une transformation au cours de laquelle la température du système reste constante. Ça veut dire que ΔT, dt est égal à T final moins T initial est égal à 0. Ça veut dire que la température finale est égale à la température initiale. La deuxième transformation, c'est la transformation monotherme. C'est une transformation au cours de laquelle la température du milieu extérieur reste uniforme et constante. La transformation isobar, c'est une transformation au cours de laquelle la pression du système reste constante. Ça veut dire que dP qui est égal à P final moins P initial est égal à 0. C'est-à-dire que la pression initiale est égale à la pression finale. La transformation monobar, c'est une transformation au cours de laquelle la pression du milieu extérieur reste uniforme et constante. La transformation isocor, c'est une transformation au cours de laquelle le volume du système reste constant. Ça veut dire que V est égal à constant. Ça veut dire que le volume initial du système est égal à le volume final du système. Septièmement, coefficient thermoélastique. Pour accéder expérimentalement à l'équation d'état d'un fluide, lorsqu'on dit un fluide, ça veut dire un liquide ou un gaz. Il est nécessaire de fixer un paramètre d'état et de regarder la réponse de l'autre paramètre à une variation de troisième. Ce coefficient de réponse, qui s'appelle aussi coefficient thermoélastique, traduisent les propriétés thermiques et mécaniques des fluides.
Je commence par le coefficient de dilatation isobar, noté alpha. Ce coefficient caractérise la variation de volume du fluide en fonction d'une modification de sa température à la pression constante. Si on considère par exemple une transformation infinitésimale à pression constante avec l'état initial est caractérisé par la température T et le volume V, et l'état final est caractérisé par la température T plus delta T et le volume V plus dV. Le coefficient de dilatation isobar alpha est égal à 1 sur V, la dérivée partielle de V par rapport à T, à pression constante. C'est une grandeur intensive. Il est exprimé en Kelvin-1. Généralement, à pression constante, lorsqu'on augmente la température, il y aura dilatation, donc le volume augmente, donc on a dV sur dt est positif. Donc on a généralement le coefficient de dilatation isobar alpha, il est positif. C'est dans le cas général. Le deuxième coefficient, c'est le coefficient de compressibilité isotherme. Ce coefficient caractérise la variation de volume du fluide en fonction d'une modification de la pression appliquée à la température constante. Si par exemple, si on considère une transformation infinitésimale à température constante, avec l'état initial est caractérisé par la pression P et le volume V, et l'état final caractérisé par la pression P plus dP et le volume V plus dV. Le coefficient de compressibilité isotherme est égal à moins 1 sur V, la dérivée partielle de V par rapport à P, à température constante. C'est la même chose, c'est une grandeur intensive. Il est exprimé en Pascal moins 1, car il est homogène à l'inverse d'une pression. Dans le cas général, à température constante, s'il y a diminution de volume, il y a augmentation de la pression. Donc, le coefficient, dans le cas général, le coefficient de compressibilité isotherme, il est positif. Le troisième coefficient, c'est le coefficient d'augmentation de la pression isochore, noté bêta. Ce coefficient caractérise la variation de la pression du fluide en fonction de la modification de la température à volume constant. Si on considère par exemple une transformation infinitésimale à volume constant, l'état initial est caractérisé par la pression P et la température T, et l'état final caractérisé par la pression P plus dP et la température T plus dt. Donc le coefficient d'augmentation de la pression isochore bêta est égal à 1 sur P,
la dérivée partielle de P par rapport à la température à volume constant. Comme précédemment, c'est une grandeur, bêta c'est une grandeur intensive, elle est exprimée en Kelvin moins 1. Car comme alpha, il est homogène à l'inverse de la température. Comme application de ce coefficient thermoélastique à un gaz parfait, on a l'équation d'état d'un gaz parfait, c'est PV est égal à nRT. On a dV sur dt à pression constante est égal pour un gaz parfait est égal à nR sur P. Donc le coefficient de dilatation isobare est égal c'est 1 sur T. Et on a aussi pour un gaz parfait dV sur dP à température constante est égal c'est moins N RT sur P carré. Donc le coefficient de compressibilité isotherme est égal c'est 1 sur P. D'autre part, on a dP sur dt à volume constant est égal c'est nR sur V. Donc, le coefficient d'augmentation de pression isochore bêta est égal à 1 sur T. Donc, dans le cas d'un gaz parfait, on a alpha est égal à bêta. Je passe à la dernière partie de cette leçon. C'est déterminer la relation entre les coefficients thermoélastiques alpha, bêta et le coefficient de compressibilité isotherme. On a les trois variables P et V et T sont liées par l'équation d'état qui s'écrit sous la forme F, P, V, T est égal à 0. Donc, on a le différentiel de F est égal à 0. À partir de l'expression de ce différentiel, on obtient la relation 1 qui donne l'expression de dP et la relation 2 qui donne l'expression de dV et la relation 3 qui donne l'expression de dt. À partir de la relation 1, à température constante, on obtient la relation A. À volume constant, on obtient la relation B. Et à partir de la relation 2, à pression constante, on obtient la relation C. Et à température constante, on obtient la relation D. Et à partir de la relation 3, on obtient un volume constant, la relation C, la relation E, et à pression constante, on obtient la relation F. En multipliant A et B et C,
d'une part et B et D et F de l'autre part, on obtient les deux relations particulières que vous voyez dans l'écran. Et enfin, à partir des expressions du coefficient thermoélastique données précédemment et les relations précédentes A, B, C, D, E et F, on obtient la relation encadrée entre les différents coefficients thermoélastiques.